Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal Nommé directeur de cabinet du chef de l'État, Antonin Kizo Kamoul, et il était avant sa nomination directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, et il succède à Guilain Niembo. Le détail dans ce journal. Et à l'international, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié un récent rapport révélant les ratios dette PIB dans les pays africains. Le détail dans ce journal. Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal et nous commençons ce journal avec cette brève. Nommé directeur de cabinet du chef de l'État, Antonin Kizo Kamoulé a pris son avion pour Kinshasa. Peu avant sa nomination, il a participé à DRC Mining Week qui se tient du 12 au 14 juin à Lubumbashi. Panel sur les priorités en matière d'investissement dans la chaîne de valeur. Il était avant sa nomination directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, et agence conseil du gouvernement central et des exécutifs provinciaux en matière de climat, des affaires et des investissements, porte d'entrée et de tout investisseur en République démocratique du Congo. Et il succède à Guilain Niembo, nommé vice-ministre et ministre du Plan dans le gouvernement Judith Souminois. Continuons ce journal, toujours avec une autre brève. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux officiellement fonction ce mercredi 13 juin au Palais de la Justice de la Gombe, siège du ministère de la Justice et garde de Sceaux. Il remplace à ses postes celle qui est désormais ministre honoraire de la Justice, Rose Mutombo, accompagnée de membres de son parti politique. Le nouveau patron de la justice, Constant Mutamba, a passé plus de 2 heures avec la ministre de la Justice, Rose Mutombo, et question de prendre connaissance de différents dossiers qui sera désormais sur sa direction. Il était également accompagné d'un chien, symbole de la chasse aux délinquants. Poursuivons ces journaux en parlant de la sécurité. Pour la toute première fois de son territoire, le territoire d'Arou, en province de l'Ituri, bénéficiera de routes gourdonnées. Les études de faisabilité et des réparages des avenues et des rues ont débuté depuis le lundi 10 juin. Elles sont menées par une forte délégation de l'administration militaire conduite par le conseiller en matière de génie civil du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, presse militaire de l'Ituri. Stagnante. Tenir le volant oblige le conducteur au grand tâtonnement pour placer l'air pneu. Rouler ici à 30 à l'heure, c'est s'exposer, motif de plus pour l'administration militaire de l'Ituri de se lancer dans la réhabilitation de ces tronçons. Tous ces travaux d'inspection. Nous sommes contents qu'on nous réhabilite la route. Les macadam s'étaient limités seulement à Bounia. Nous avons aussi besoin de ces macadam ici. Il y a aussi beaucoup de chômeurs ici.
dans notre coin. En chefferie de Kakwa, la Fédération des entreprises du Congo a salué cette détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, pour booster l'économie de cette entité. L'état de la route laissait vraiment à désirer. Pour nous, on ne pouvait rien commenter. Si on était devant l'écran, je serais en train de sautiller. Tout ce que nous avons besoin, que ce soit une réalité, mais pas un rêve. Le chef de la chefferie de Kakwa était également le plus erré. Nous sommes satisfaits parce que nous savons que ça sera une réalité pour nous. Alors c'est que je demanderai à ma population l'appropriation pour que les travaux soient vraiment effectifs et puis que cela se passe dans de bonnes conditions. Golden Coast SRL, qui a gagné le marché, montre sa détermination à parfaire cette route dans un temps record. En fait, premièrement, il faut remercier notre gouvernement parce qu'il a parfaitement rempli son devoir de vouloir sécuriser son peuple et aussi de bien vouloir garantir l'intégrité. C'est ici, vous voyez, la présence de nos éléments loyalistes. Donc, Golden Coast a aussi une grande tâche de pouvoir maintenir cette route pour sa population d'abord, toujours dans l'esprit de la cohabitation de la région. Une fois cette route réhabilitée, cela réduira le délai d'intervention de forces de défense et de sécurité face aux menaces extérieures et internes auxquelles la République démocratique du Congo fait face actuellement. Quittons la province de l'Ituri et revenons à Kinshasa. De nombreux foyers quinois recourent aux marmites fabriquées localement à base d'aluminium. Ce produit est pourtant devenu très rare sur le marché, rendant la tâche difficile aux artisans. Dont Momat est allé à la rencontre d'un d'entre eux et nous propose ce reportage. Dans cet atelier modeste et à peine équipé, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limité, cet homme s'attelle depuis des années à façonner des marmites à base d'aluminium, produit de base auquel il associe un peu des résidus de braise. Pour lui, ces composantes ne représentent aucun danger pour la santé humaine. Ce sont les Blancs qui ont prétendu que ce produit est cancérigène. Ce n'est pas le cas. Des propos à nuancer, car plusieurs études scientifiques ont démontré que l'aluminium est très nocif pour la santé de l'homme. Ce métal s'infiltre assez facilement dans le corps via la nourriture, même si son utilisation dans la fabrication de casseroles est encore tolérée et courante dans de nombreux pays du monde. Et pour cet artisan, le seul danger qui existe dans cette affaire, c'est la concurrence chinoise qui s'accapare désormais de l'une de ses matières premières, à savoir l'aluminium. Très bien. Les logos da goti que l'homme peut passer les commandes pendant 3 jours, 4 jours, bon galmium, bon on t'a cause va chinois ensemble avec. Ces marmites appelées Mboudi, langue locale, le lingala, sont vendues à un prix accessible à la population, ce qui explique leur présence dans de nombreux foyers quinois. C'est une aubaine pour l'artisan et ses élèves qui, malgré les difficultés, rêvent de poursuivre leur métier encore de nombreuses années. Chaque 13 juin, le monde entier célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une maladie qui atteint généralement une personne sur 5000 en Afrique. Et cette journée existe pour sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre les rejets qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Suivez. De l'espagnol albino dérivé de albo du latin albus qui veut dire blanc. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux. Une mutation génétique héréditaire sur l'un de ces gènes peut provoquer l'absence ou la diminution du taux de mélanine. C'est le cas des personnes albinos. L'albinisme est une maladie qui se produit dans le monde entier, indépendamment de l'origine ethnique ou du sexe. Leur peau étant dépourvue de mélanine, les personnes atteintes d'albinisme sont particulièrement vulnérables
vulnérables au cancer de la peau. Il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. La prévalence de l'albinisme varie dans le monde. En Europe et en Amérique du Nord, une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. En Afrique, la prévalence de l'albinisme varie généralement d'une personne atteinte sur 5 000 à 1 sur 15 000. Il a été observé que certaines populations d'Afrique australe présentaient de taux de prévalence allant jusqu'à une personne atteinte sur 1000 et il existe 4 types d'albinisme. Pour ce jour, 13 juin, il est question de sensibiliser la communauté internationale pour souligner la stigmatisation et la discrimination persistante à l'encontre de personnes atteintes d'albinisme contre lesquelles les États doivent agir. Cette journée a également été l'occasion de célébrer les réalisations de la communauté de personnes atteintes d'albinisme. En sport, l'Assemblée générale ordinaire de l'Union de footballeurs congolais s'est déroulée ce jeudi 13 juin 2024 à Kinshasa. Il était question pour cette entité s'occupant de football et des footballeurs congolais de donner notamment le rapport d'activité et financier 2023-2024. Blaise Kouzola pour plus de détails. Il s'est tenu ce jeudi 13 juin 2024 l'Assemblée générale de l'Union de footballeurs du Congo dans la salle Le Roseau à Kinshasa. Après la minute de silence observée en mémoire de 2 anciens footballeurs disparus récemment, la vice-présidente de cette entité, à l'absence du président Ilunga Irita empêché, a déclaré ouverte l'Assemblée générale de la dite union. Ensuite, le rapport d'activité et financier, mais aussi des témoignages de certains joueurs et joueuses ont été illustrés sur le bienfait de l'IFC. Puis, des exposés ont été lus par certains membres de l'IFC, dont le secrétaire général Dodo Landou. À la fin des exposés, c'était le tour de questions et réponses entre le joueur, le joueuse ainsi que le membre de l'Union de footballeurs congolais. Au sortir de l'Assemblée générale, quelques participants se sont exprimés en ces termes. D'abord, je voudrais remercier les amis de l'IFC qui m'ont invité parce qu'ils sont parmi ceux qui critiquent le développement du football congolais, mais ils sont les gars qui, tout en critiquant, donnent des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'IFC a été pour beaucoup dans l'évolution du tournoi, nous a apporté beaucoup de soutien à travers ce tournoi. Donc je les remercie pour cela. En ce qui concerne l'Assemblée générale, je crois que c'est une assemblée ordinaire qui répond au statut de l'IFC et c'est une très bonne chose. Tout ce qui s'est passé, on répondit à nos attentes. Bon, d'abord, je félicite les membres de l'Assemblée pour la tenue des travaux. Quand on arrive à une Assemblée générale, ça montre que l'association se porte bien et qu'ils sont arrivés à l'heure du bilan. Et ils nous ont associés à leur bilan. Et nous avons retenu aussi que l'UFC a tenu compte du fait que le club que nous sommes, nous souffrons avec l'application des textes qui ne réagissent plus à l'actualité. Et le secrétaire général Dodo Landou a parlé de 99% des cas où les clubs sont sanctionnés à cause des dossiers présentés par les joueurs étrangers. C'est pour cette raison que nous appelons de nos voeux que dans les travaux qui vont commencer pour les RGS, que la Chambre des résolutions soit revenue à la FECOFA. D'abord pour moi, je suis venue comme invité, mais j'ai un sentiment de joie. J'étais agréablement surpris de voir que l'UFC a donné la place qu'il faut à la femme. Je dis vraiment merci beaucoup à l'UFC. Et sinon, vous avez dit que donner la place à la femme, ça vaut la peine parce que la femme a montré qu'elle est performante. Elle a montré qu'elle veut aller de loin et nous sommes sur le chemin. Vous l'avez entendu devant l'UFC et nous continuons à respecter. On dit toujours qu'on donne la place à la femme, on nous montre combien elle est perfecte. Cette assemblée générale a vu plusieurs personnes rehausser de la présence, entre autres le président du CONOR de la FECOFA, Dieudonné Sambi, de la présidente de la LINAF, Olive Dioya, de maître Alain Makengo, président de la LISPED, de maître Bosco Mouou, président du comité de gestion de la LINAFoot, mais aussi de plusieurs joueurs et joueuses et anciens joueurs tels que Trésor Lumana Loaloa. Traversons les frontières. Madame, Monsieur, faisons place à la page internationale. Julie
annoncé au sommaire de ce journal, la conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements a publié un récent rapport alarmant révélant une tendance inquiétante concernant le ratio dette-PIB dans le pays africain. Le nombre de pays concernés dépasse le 60% et ils sont passés de 6 en 2013 à 27 en 2023, mettant en lumière une situation de plus en plus préoccupante pour les continents. Le rapport révèle aussi que 769 millions d'Africains vivent dans des pays où les paiements d'intérêts dépassent les dépenses publiques dans l'éducation ou la santé. Francine Moukeba. Le nombre des pays africains dont les ratios dette du PIB dépasse 60% est dépassé de 6 pays en 2013 à 27 pays en 2023, notamment en raison de nombreux chocs exogènes mondiaux tels que la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise climatique. Selon un récent rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les rapports soulignent que 769 milliards d'Africains vivent actuellement dans des pays où les paiements d'intérêts sur la dette dépassent les dépenses publiques dans des secteurs vitaux tels que l'éducation ou la santé, ce qui rend la gestion de la dette publique encore plus difficile. Intitulé « Un monde des dettes, un fardeau croissant pour la prospérité mondiale », les rapports soulignent que les remboursements de la dette deviennent également plus coûteux, affectant de manière disproportionnée le développement de pays en développement. En 2023, ceux-ci ont payé 847 milliards de dollars d'intérêts nets, soit une augmentation de 26% par rapport à 2021. Notons que les pays en développement consacrent actuellement une plus grande partie de leur PIB des intérêts, 2,4%, aux initiatives climatiques, 2,1%. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement propose un plan de réforme du système institutionnel financier mondial et promet les objectifs de développement durable des Nations Unies pour résoudre la crise de la dette. Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé le 12 juin 2024 une audience au nouveau gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC, Yvan Sanabangui, expert de la finance et des nationalités centrafricaines, désigné le 9 février 2024 par le chef d'État et de gouvernement de la CEMAC dans un contexte sous-régional caractérisé par une inflation galopante et une instabilité financière. Le président Mahamat Idriss Déby Itno et les dirigeants de la CEMAC se sont fixés comme priorité la stabilisation du système financier et monétaire. La nomination de Yvan Sanabangui à la tête de la BAC et sa première visite au Tchad s'inscrivent dans cette dynamique. Suivez. Le nombre de pays africains dont le ratio dette-PIB dépasse 60% est passé de 6 pays en 2013 à 27 pays en 2023, notamment en raison de nombreux chocs exogènes mondiaux tels que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise climatique, selon un récent rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CENICET. Le rapport souligne que 769 millions d'Africains vivent actuellement dans des pays où les paiements d'intérêts sur la dette dépassent les dépenses publiques dans des secteurs vitaux tels que l'éducation ou la santé, ce qui rend la gestion de la dette publique encore plus difficile. La Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu des conséquences négatives sur les économies africaines. La récession économique, l'inflation à 10 points, mais aussi des pertes fiscales énormes pour les pays non producteurs de pétrole. Intitulé « Un monde de dette, un fardeau croissant pour la prospérité mondiale », le rapport souligne que le remboursement de la dette devient également plus coûteux, affectant de manière disproportionnée le développement des pays en développement. En 2020, notant que les pays en développement consacrent actuellement une plus grande partie de leur PIB au paiement des intérêts qu'aux initiatives climatiques, la CENICET propose un plan de réforme du système institutionnel financier mondial et promeut les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies pour résoudre la crise de la dette. Une autre façon de vous informer, c'est avec les journaux parus dans la ville de Kinshasa. C'est jeudi 13 juin 2024. Place à la revue de presse.
Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. Commençons avec la remise et reprise à la primature avec la prospérité qui a titré RDC après Samalou Kondé, Judith Souminois à la primature. Après l'investiture de son gouvernement intervenue aux petites heures du matin, la première ministre Judith Souminois Toulouka a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 12 juin 2024. C'était à l'issue d'une cérémonie solennelle de remise et reprise intervenue à la primature entre elle et son prédécesseur en présence du secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki, et des proches collaborateurs. Aussitôt arrivé et après les honneurs lui rendus par la police en détachement à la primature, la nouvelle première ministre Judith Souminois Toulouka a été chaleureusement accueillie par Jean-Michel Samalou Kondé, qui l'a aussitôt conduite au salon du bâtiment Lumumba pour un bref moment du dévoilement de son portrait nouvellement posé dans la galerie des premiers ministres. S'exprimant devant la presse au terme de cette passation de pouvoir, les désormais premiers ministre honoraire Samalou Kondé a d'entrée de jeu félicité la première ministre Judith Souminois pour sa prise de fonction. Il a par la suite salué le choix historique porté par le président de la République sur une femme à la primature. Samalou Kondé a rappelé par la suite les principales missions qui lui avaient été confiées par le chef de l'État et les réformes importantes initiées par son gouvernement. Pour sa part, la première ministre Judith Souminois Toulouka a réitéré le vœu de poursuivre le travail de son prédécesseur afin de consolider les acquis tels que voulus par le chef de l'État. Donc pour elle, c'est une continuité dans le travail. La première ministre est revenue sur son intervention lors de la plénière consacrée à l'investiture de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Sur un autre sujet avec actualité.cd qui titre RDC débute ce jeudi des activités de remise et reprise entre les membres du gouvernement Samalou Kondé et Judith Souminois. Le journal en ligne écrit 24 heures après la cérémonie de remise et reprise entre Jean-Michel Samalou Kondé et Judith Souminois Toulouka, respectivement Premier ministre sortant et entrant, c'est désormais le tour des membres de leur gouvernement respectifs. Selon un document signé par Jean-Albert Ekumbaki Ombata, secrétaire général du gouvernement, ce dernier a dévoilé le programme de remise et reprise à partir de ce jeudi 13 juin 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Selon le chronogramme dévoilé par le secrétaire général du gouvernement, ces activités de remise et reprise vont se dérouler en une seule journée, c'est-à-dire le jeudi 13 juin 2024. Nombre d'observateurs estiment que cette option est motivée dans le souci de permettre à chaque membre du gouvernement d'occuper déjà son poste pour leur permettre de prendre part à une probable première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Judith Souminois ce vendredi 14 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine, comme c'est le cas chaque vendredi depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Dans un autre chapitre, Forum des As titre Mai-Ndombe, plus de 80 passagers disparus dans un naufrage. Plus de 80 personnes sont portées disparues et une centaine de rescapés. Tel est les bilans du naufrage d'une embarcation survenue dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juin sur la rivière Kwa, dans le territoire de Mouchi, province de Mai-Ndombe. Selon le commissaire fluvial de Mouchi, Ren Maker, au total 185 passagers sont sortis vivants lors de cet accident. La cause principale de cet accident reste la navigation nocturne. Actuellement, l'embarcation chavirée se trouve complètement sous l'eau. La baleinière a quitté la cité de Mouchi dans la soirée de lundi à destination de Kinshasa. Parmi les passagers figuraient les habitants de la ville de Bandundu, de la cité de Mouchi et d'autres. Des observateurs avertis déplorent cet énième accident fluvial. Aussi interpellent-ils les autorités afin de mieux réguler les secteurs, afin de préserver la vie des populations, écrit le journal. C'est la fin de cette revue de presse. Au revoir. Nous sommes à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titre. Nommé directeur de cabinet du chef de l'État, Antonin Kizo Kamol était avant sa nomination directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et il succède à Guilain Niembo. Et à l'international, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié un récent rapport révélant le ratio dette dans les pays africains.
Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien.